Ça dépend des portions où on est dans le réseau. D'accord? Et quand on arrive à... La communication arrive à un point donné, un routeur, par exemple, il doit décider quel est le chemin qui doit être emprunté par cette communication. En principe, vous le comprenez bien, ça devrait être le meilleur chemin. Meilleur entre guillemets. Nous verrons ce que je veux dire meilleur. Donc, il y a une décision à prendre. Est-ce que je prends ce chemin ou est-ce que je prends ce chemin-là? Cette décision est prise par un algorithme qui est implémenté dans un protocole de routage, qu'on appelle un protocole de routage. Pourquoi de routage? Parce qu'il route. Il va décider par quelle route la communication va passer. Est-ce que par ce chemin-là ou par ce chemin-là? Et cet algorithme, je vous ai dit qu'il y en a essentiellement de deux types. Il y a ce qu'on appelle distance vecteur, où va faire intervenir la notion de distance pour calculer le coût d'un point à l'autre. Il y a ce qu'on appelle link state, ou état de lien. Et ce type d'algorithme ne va pas se contenter de calculer la distance. La distance ici, entre guillemets, c'est le nombre de bonds qui sépare un point d'un autre point. Dans le link state, on va utiliser le cost, va être calculé plus finement. On va tenir compte de l'état du lien, particulièrement de la bande passante de ce lien. Plus la bande passante est grande, plus le lien sera meilleur. Il aura donc un cost ou un coût moindre et il sera préféré. Ce type de protocole qui est le plus utilisé s'appelle l'OSPF, Open Shortest Path First, ouvrir le chemin le plus court en premier lieu. C'est un protocole à état de lien et il va utiliser donc, pour calculer le cost des liens, la bande passante, ou simplement en calculant une formule. On va prendre comme référence une bande passante, et on va faire le rapport de la bande passante de ce lien par rapport à la bande passante référence. Et évidemment, plus le résultat est petit, plus le coût est meilleur. Ça veut dire que la bande passante est plus large. Alors, ceci se traduit, quand on fait ce calcul, se traduit par une table de routage, ou routing table. Vous voyez ici, d'un côté, vous avez Destination Network, d'accord? Vous voyez ici Destination Mask. Ça, c'est le réseau à atteindre. Une communication où une machine demande une autre machine dans ce réseau-là, par exemple, le 127.0.0.0/8. Et il y a l'autre réseau ici, 127.0.0.1 et /32. D'accord? Vous voyez ici, ça c'est le réseau à atteindre. Et vous avez la deuxième colonne, c'est ce qu'on appelle c'est le protocole. Quel type de protocole on va utiliser? Est-ce qu'il s'agit de RIP, de OSPF, de routage direct ou routage statique? D'accord? Et on verra un peu plus loin dans une table. Et
ce qu'il y a dans la deuxième colonne, la troisième colonne, en fait, c'est preference. Preference ou la préférence ou la distance administrative, on l'appelle aussi. Quand vous faites le cours pour Cisco, d'accord, puisque vous le faites en français, le cours de Cisco, on va vous parler de distance administrative du protocole. On appelle ça preference. C'est exactement la même chose, d'accord. Preference, c'est la préférence, c'est le coût préféré qu'on donne à ce type de protocole de routage. Vous voyez ici que, par exemple, dans cet exemple, le coût du protocole ou du routage direct, c'est égal à 0. Ça veut dire que si vous avez un choix à faire, si vous avez deux chemins, l'un est routé ou calculé par un routage direct et l'autre qui est calculé par un routage, par exemple, au SPF, nous verrons que OSPF a comme préférence 10 et la décision va être prise pour prendre le routage ou le chemin calculé par le routage direct, c'est-à-dire 0, parce que simplement la préférence est égale à 0, elle est la plus petite ou elle est plus petite que 10, par exemple, pour OSPF. Donc, le choix va tomber sur le routage direct. Vous avez ensuite la colonne suivante qui est cost. Cost, c'est le coût. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et pour une route a un coût. Et le coût, dans le cas de l'OSPF, ce que nous voyons aujourd'hui, d'accord, il est calculé, comme je vous ai dit, en faisant le rapport de la bande passante du lien et avec une bande passante et référence. Et plus, évidemment, le rapport est petit, plus le chemin est meilleur. Vous voyez que le coût ici, pour un routage direct, il est égal à 0 aussi. Ça veut dire qu'il est le meilleur. Il a un coût le plus petit possible. D'accord. Le flag, nous verrons ce que ça représente ici pour le moment. D'accord. Le next hope, c'est ce que nous allons voir ce que vous voyez ici dans l'exemple suivant. Le next hope, c'est supposer que nous prenons le chemin du routeur A vers le routeur B. D'accord. Ouais, le next hope, c'est en venant de A, c'est B. Ça veut dire l'interface ici sur B, c'est le next hope. Et ceci, par rapport à ce que nous avons vu dans la table ici de routage, vous avez next hope, mais vous avez interface. L'interface, c'est l'interface par où la communication doit sortir. Comme vous voyez ici, l'interface, ça serait E00 ici, la sortie du routeur A, et le next hope, ça sera 20.1.2/30, où ça va tomber sur l'interface E00 de B. Vous voyez ici que vous avez un cas de routage direct, le IP, et on va passer directement dans la destination demandée. Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la décision, elle est prise par rapport, quand il s'agit de faire une comparaison entre différents protocoles de routage, par rapport à la préférence. Et chaque protocole de routage a une préférence. Et vous avez ici la table, d'accord. Vous avez la route qui est calculée par le protocole direct ou par la configuration directe en fait. Et ici, par le protocole OSPF,
Et vous avez le protocole statique, c'est-à-dire qu'il est OSPF, nous verrons que c'est un protocole dynamique, c'est-à-dire qu'il fait le calcul automatiquement, dynamiquement, et il décide quelle est la route à prendre. Un routage statique, et comme son nom l'indique, il est fait par l'administrateur réseau. Il va le configurer. Et il sera statique par rapport à dynamique. Et vous voyez que la préférence pour direct, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est 0. Et pour OSPF, c'est 10. Pour statique, c'est 60. Et pour RIP, c'est 100. Faites attention. Quand vous faites, ici, on fait Huawei. Et quand vous faites Cisco, ces valeurs-là peuvent ne pas être les mêmes. Pour direct, c'est 0 hein, pour tout le monde, soit Huawei ou Cisco. Mais pour OSPF statique RIP, les valeurs peuvent changer. Donc les valeurs qui sont là, les préférences, par défaut, parce que l'administrateur réseau peut les changer, mais par défaut, ces valeurs-là sont des valeurs pour Huawei. N'oubliez pas ça. Donc, direct, c'est 0, c'est le meilleur. OSPF, c'est 10. Statique, c'est 60. Et RIP, c'est 100. Vous voyez que RIP, ça explique que ouais, sa préférence est un peu grande par rapport aux autres. Ça explique qu'il est de moins en moins utilisé. On utilise de plus en plus OSPF. Hein. Alors, ici, on vous donne un exemple pour un chemin direct statique et OSPF. Nous allons faire un exercice d'application tout à l'heure, d'accord, pour illustrer ça. Et ici, on vous explique ce qu'on appelle le protocole ou configuration routage statique, et comment on calcule un exemple, en fait, d'un routage statique. Statique, ça veut dire qu'il est fait par l'administrateur réseau. Vous voyez ici, static route is a special route that is manually configured by a network administrator. L'administrateur réseau décide pour aller de ce point à ce point, il configure, il impose que la communication suive un chemin donné qu'il va définir. Et il est là, statique, il ne change pas. Et quelle que soit la configuration du réseau, il ne changera pas. Ici, on vous dit quand est-ce qu'on utilise un routage statique. Généralement, vous comprenez que comme il s'agit d'une intervention de l'administrateur réseau, et ça sera très difficile de le faire pour un très grand réseau. Hein. Parce que ça suppose qu'il va se déplacer ou il peut faire ça à distance aussi, mais avec des risques de sécurité et autres. Donc, généralement, le routage statique, il est utilisé quand il s'agit de réseaux relativement simples et petits. On dit aussi qu'un des avantages du routage statique, c'est que, comme il est statique, il ne peut pas s'adapter au changement du réseau. Hein. S'il y a un chemin qui tombe en panne quelque part, il ne va pas prendre ça en considération, parce qu'il est configuré statiquement par rapport à un routage dynamique. Et comme c'est le protocole qui fait le calcul en fonction de l'état du réseau, si la topologie réseau change, il va prendre ça en considération et il va faire un nouveau calcul pour déterminer quelles sont les meilleures routes pour cette topologie-là. Et l'objet, en fait, le protocole de routage le plus utilisé qu'on veut, absolument, il faut le maîtriser, c'est l'OSPF. Comme je vous ai dit, il s'agit d'un
protocole link state ou à état de lien. Et il utilise en fait le protocole SPF. C'est un protocole que nous verrons tout à l'heure comment il fonctionne. Et quand vous avez un réseau, d'accord, et ici, on vous donne l'exemple de 3 routeurs, d'accord, dans un réseau. Et vous voyez, pour aller de A vers B, je peux aller directement de A vers B, mais je peux aussi aller à travers C. Donc, il y a une décision à prendre ici. Le protocole SPF, c'est un algorithme qui est implémenté dans chaque routeur. Lorsqu'il fait ces routeurs font partie du domaine OSPF ou de la politique de routage décidée. Il faut implémenter OSPF dans chaque routeur. Et c'est un algorithme qui va être exécuté. Il va faire un calcul. En fait, en supposant que les 3 routeurs ici, on a implémenté dans ces 3 routeurs OSPF, et il va être exécuté. Dès qu'il est exécuté, les routeurs vont s'échanger des paquets qu'on appelle LSA, Link State Advancement, où ils vont s'échanger, chacun de ces routeurs va donner à son voisin un certain nombre de paramètres, en particulier ce qu'on appelle un ID, un numéro d'identification du routeur. Ceci pourquoi? C'est simplement pour décider qui va être le maître dans ce réseau. Et le maître sera celui qui a le plus grand ID. Supposez que A envoie son ID à B, B va comparer l'ID de A à son ID. S'il trouve que son ID est plus grand, il va dire « c'est moi le maître ». Et il va envoyer son ID à C. C va comparer. S'il trouve qu'il est plus grand que B, il va dire « non, c'est moi le maître ». Et comme ils vont s'échanger ces informations, à un moment donné, il y en a un qui va être le maître, qui a le plus grand ID. Et à partir de ce moment-là, tous les changements qui vont arriver dans le réseau vont être envoyés vers le maître. Et le maître, c'est lui qui va dire, voilà, finalement, voilà la topologie finale du réseau. Alors, il y a bien sûr des termes nous en avons parlé la dernière fois en détail, et vous révisez ça et qu'il faut retenir. Ce qu'on entend par LSC et ce qu'on entend aussi par LSDB, Link State Database. En fait, chaque routeur va constituer une base de données qui contient les données, ses propres données, mais pour les données aussi qui lui sont parvenues des autres routeurs. C'est à partir de cette base de données qu'il va calculer quel est le meilleur chemin et il va établir la table de routage que nous avons vu tout à l'heure. Voilà, ça c'est le router ID. Chaque routeur a un ID. L'ID, c'est un nombre de 32 bits. Il peut être configuré par l'administrateur réseau. Sinon, il peut être l'adresse, ce qu'on appelle l'adresse logique loopback.
si jamais un des routeurs a une interface loopback, une adresse loopback, la plus grande. S'il n'y a pas d'adresse loopback, l'interface qui a la plus grande adresse IP sera son ID. D'accord. Donc, vous voyez, puisqu'on est IPv4, 32 bits, en fait, c'est le nombre de bits d'une adresse IP. Donc, si on le configure manuellement, enfin, l'administrateur réseau configure ça, il va donner un nombre de 32 bits, écrit, comme on a vu, pour l'adresse IP en décimale pointée. Sinon, ça sera une adresse IP, de toute façon, loopback ou pas, ça sera une adresse IP. Mais ça sera l'adresse IP la plus grande dans les interfaces du routeur. Et l'échange, en fait, entre les routeurs pour s'échanger les updates, les problèmes qui peuvent survenir dans la topologie réseau et le calcul dynamique, si vous voulez, des routes à prendre, sera pris par le maître, comme on a vu tout à l'heure. Ça, c'est simplement pour éviter que tous les routeurs s'échangent les données et ça va saturer le réseau. Parce que vous voyez ici l'exemple qu'on vous donne ici, en supposant que tous les routeurs vont dialoguer ensemble, vous voyez la formule qu'on vous donne, il vous faut nombre de liaisons possibles, il faut n fois n moins 1 sur 2. Ça veut dire que si je prends par exemple 10 routeurs, 10 fois 9, ça fait 90, divisé par 2, ça fait 45. Il faut 45 communications bilatérales entre les routeurs. Chaque deux routeurs ensemble pour communiquer. Le fait de décider à mettre, les routeurs vont communiquer avec simplement le maître. En réalité, il y a le maître qu'on appelle designated router et pour que tout marche bien, si jamais le designated router ne fonctionne pas, on désigne aussi un backup designated router, c'est-à-dire un routeur backup qui va prendre la relève au cas où le DR ne fonctionne pas pour une raison quelconque. Donc, vous voyez, si je prends le cas de tout à l'heure de 10 routeurs, si je les relie tous, je suppose que je n'ai pas de maître et je les relie 2 à 2, il me faut 45 liaisons, communications entre les routeurs pour faire un update. Si je décide qu'il y ait un designated route, un maître, et un maître, si vous voulez, backup, le nombre va être, puisque j'ai un designated route et un backup route, il me reste, si je prends 10 routeurs, il me reste 8 routeurs. Comme les liaisons sont simplement entre les routeurs et le designated route, vous voyez que j'ai 8 fois 2. Et une liaison entre le designated route et le backup designated route, ça c'est une liaison, et 8 fois 2, 16. 16 plus 1, ça fait 17. J'aurai simplement 17 au lieu de 45. Mais vous comprenez que ce nombre devient beaucoup plus significatif si le nombre n augmente dans un réseau normal comme réel. Le nombre de routeurs est beaucoup plus grand que 10. Ça dépend de la taille du réseau, mais ça peut être des centaines et même plus de routeurs dans un réseau. Et vous voyez le gain qu'on peut avoir.
Ça, c'est pour le designated route, comme je vous ai dit. Le designated route, donc pour le... il va être choisi, c'est une, on appelle ça une élection. En fait, ils vont s'échanger les informations et ça sera celui qui a le plus grand ID qui va être le designated route. Et pour le backup route, ça sera celui qui a l'ID, router ID le plus grand suivant, hein, que celui du designated route. Alors, ce qu'on appelle protocole métrique, protocole de routing protocole métrique, dire comment la notion de mesure, hein, qu'on utilise, que le protocole utilise pour faire le choix. Je vous ai dit que OSPF, c'est un link state et donc il utilise, il tient compte de l'état du lien et particulièrement de la bande passante. Et on vous dit ici, voilà, et c'est une formule, bande passante divisée par une référence, et ça vaut le nombre que vous trouvez, ça sera le coût de ce chemin. Par exemple, si vous prenez un débit de 10 gigabits, d'accord, et pour les grands débits, on va prendre une référence aussi grande, on va prendre par exemple la référence 10 gigas, et 10 divisé par 10, ça va vous donner 1. Mais si je prends une bande passante, et au lieu de 10 gigas, je prends 1 giga, d'accord, et je prends comme référence, comme tout à l'heure, 10 gigas, 10 divisé par 1, ça fera 10. Donc, vous voyez que le coût d'un chemin de 10 gigabits, c'est 1, mais le coût d'un chemin de 1 gigabit, c'est 10. Et si vous prenez 100, ça sera 100, ainsi de suite. Plus la bande passante est grande, plus le coût est plus petit. Juste ici, parce que c'est important aussi, ça peut être posé comme question ici. La valeur du coût, hein, il est dans la plage de 1 à 65 535. En fait, 65 535, c'est 2 puissance. Quelqu'un le sait? C'est particulier, enfin, c'est quelque chose que 65 000. Rappelez-vous, 10 puissance 16, par exemple, c'est égal à 10 puissance 10, qui est 1024, multiplié par 2 puissance 6. 2 puissance 6, et c'est 2 puissance 4, c'est 16, 2 puissance 5, c'est 32, et 2 puissance 6, c'est 64. Si vous multipliez 1024 par 64, vous voyez, 1000 multiplié par 64, ça va être 64 000, et 1000 multiplié par 24, ça va être 1535, et d'où ici le nombre 65 535, qui est en fait 2 puissance 16. Ça veut dire que le coût va être écrit sur 64 bits. Excusez-moi, sur 16 bits. Alors, je vous ai dit que les réseaux sont généralement assez grands, et c'est pour ça qu'au lieu d'appliquer OSPF sur tout le réseau, on divise le réseau en ce qu'on appelle area. Chaque area, on lui applique un OSPF. Vous voyez ici l'exemple que vous avez ici. Vous avez 3 areas, d'accord? Area 0, Area 1, Area 2. Et quand on découpe en area, pour que l'OSPF ou le routage fonctionne correctement, okay, il y a des règles. Il y a toujours un area qu'on appelle backbone area. Pourquoi backbone area? Parce que les autres areas, d'accord,
ne sont pas liés directement, ils sont reliés à travers ce area, d'accord, ce backbone area. Comme vous voyez ici, généralement c'est le area 0, d'accord. Area, vous voyez ici, vous avez trois area. Vous avez le area 0 qui est là, area 1 qui est relié au area 1 par ce routeur-là, d'accord. Et area 2, il est aussi relié au area 0 par le routeur qui est là. Donc, le passage du area 2 vers le area 1 se fera à travers le area 0. Si vous ajoutez un autre area, ça sera toujours à travers le area 0. Et c'est pour ça qu'on parle de backbone area, d'accord, ou le area central. Et l'avantage de ça, c'est que, vous voyez, rappelez-vous tout à l'heure, quand vous avez l'OSPF qui est appliqué dans un domaine, et les routeurs s'échangent des informations avec le designated router. Si le nombre de routeurs est très grand, ou le réseau est grand, vous voyez que le nombre de communications va augmenter. Par contre, si on divise en area, l'échange va se faire dans chaque area. Et s'il y a des informations qui concernent l'autre area, ça va passer par ce routeur-là. Simplement, ça va être, comment dirais-je, linked et envoyé à travers cette passerelle. Vous voyez que le trafic, il est maintenant limité. Au lieu que tous les routeurs qui sont là communiquent avec le designated router, on va avoir les routeurs qui vont communiquer lorsqu'il s'agit dans le même area ensemble, mais quand il s'agit d'aller vers un autre area, les communications sont linkées et envoyées à travers cette passerelle. Après, ces informations sont dispatchées, mais simplement à travers, dans cette area ou dans l'area concernée. Ça permet en fait d'alléger le trafic relié au routage. Chaque area, il faut aussi retenir, a un ID. Et ici, area 0, comme je vous dis, area 1, area 2, etc. Et tous les areas doivent passer, ou doivent avoir un lien, et seulement un lien avec l'area 0, le backbone. On ne peut pas avoir un lien entre area 1 et area 2, par exemple. Le lien qu'il y a entre area 1 et area 2 se fait à travers le backbone, area 0. Alors, pour faire ça, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle les routeurs vont avoir des fonctions et des appellations différentes. Quand vous êtes dans un area, les routeurs qui sont à l'intérieur de l'area 1, par exemple, ce sont on appelle ça internal router. C'est des routeurs internes à l'area. Ici, le routeur qui va faire l'interface ou le lien, si vous voulez, entre area 1 et area 0 s'appelle BR, Border, Border Router, ou Area Border Router. Il fait, border, c'est la frontière. Et vous voyez qu'il y a un autre type de routeur, c'est ce qu'on appelle le ASBR. AS, rappelez-vous, nous l'avons vu au début de ce cours, AS, c'est Autonomous System. Et nous avons défini ça, un Autonomous System. C'est un réseau sur lequel est appliquée la même politique de routage. Et donc, si vous passez d'un AS vers un autre AS,
Vous allez utiliser le routeur qui va faire le lien, qui s'appelle ASBR. AS comme Autonomous System, BR comme Boundary Router, routeur de frontière. Mais cette fois-ci, non pas entre eux, mais entre AS. Vous passez d'un AS à un autre AS. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est une petite revue de ce qu'on a vu la dernière fois. Et vous me dites si quelque chose n'est pas clair, si vous avez des questions. Sinon, je vous propose l'exercice d'application qui est sur l'écran actuellement. Et on va considérer que nous voulons supposer que OSPF est implémenté dans les routeurs de la topologie réseau. Ici, c'est juste un exemple. Et nous voulons aller calculer le chemin le plus rapide pour aller de R1 à R7. De R1 ici, nous voulons aller vers R7. Vous voyez que pour aller de R1 à R7, il y a plusieurs chemins. Je peux emprunter le chemin qui est celui-là, par exemple, R1, R3, R5, R7. Mais il y a aussi le chemin R1, R2, R3, R5, R7. Il y a le chemin R1, R2, R4, R5, par exemple R6, etc. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs chemins. Je vous ai dit, pour le routage vecteur distance, le RIP, par exemple, qui calcule le nombre de bancs, vous voyez, le calcul est plus simple. On va calculer, en fait, le nombre de routeurs de R1 à R7. Je vais avoir un banc 2 et 3, par exemple, pour le chemin R1, R3, R5, R7. Et je vais calculer l'autre banc, ça sera R2, R3, R5, R4. Vous voyez, là, c'est clair. Le chemin le plus court, c'est R1, R3, R5, R7, parce que c'est le nombre de bancs le plus petit par rapport aux autres. Tous les autres vont être un nombre de bancs plus grand. Mais pour l'OSPF, je vous rappelle que c'est un leg state, un protocole à état de lien, et donc il va tenir compte de la bande passante. Vous voyez ici, c'est calculé les liens. Vous avez en rouge, chaque lien a une bande passante. Pour aller de R1 à R3, la bande passante, ou le débit, c'est égal à 1 gigabit par seconde. Pour aller de R3 à R5, c'est égal à 10 gigabits par seconde. Pour aller de R5 à R7, c'est 100 gigabits par seconde. Et c'est vrai pour les autres. Donc, le calcul, le coût d'un chemin, si vous voulez, il va être, comment dirais-je, fonction de cette bande passante. Et on vous donne dans l'exercice, ici on vous dit d'utiliser comme référence, hein, rappelez-vous, le coût, c'est le résultat d'une formule. Hein, la bande passante, un rapport entre la bande passante et la référence. Et ici, on vous dit d'utiliser comme référence, en fait, c'est standardisé, hein, il y a un standard CCTT qui vous donne ça. Mais c'est ce calcul-là qu'on fait de toute façon. Et la référence ici, on vous dit d'utiliser comme référence 10 gigabits. Le débit, 10 gigabits par seconde. D'accord ? Est-ce que tout le monde... Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Allô? Oui, monsieur. Est-ce que l'exercice est clair? Sinon, vous me posez... Parce qu'on va prendre 2-3 minutes pour réfléchir là-dessus. Mais avant, est-ce que vous avez quelque chose à éclaircir sur l'exercice, par exemple? Est-ce que ce qui est demandé est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Alors, je vous propose 2-3 minutes par là. Réfléchissez, regardez et quelqu'un parmi vous nous donne la réponse et on va le discuter ensemble. OK?
Allô? Oui, monsieur. Oui, allez-y. S'il vous plaît, vous avez l'exercice aussi sur Maillot, hein, sur le cours Maillot. Vous pouvez aussi le télécharger pour ceux peut-être qui ont des difficultés à voir le partage. Vous pouvez télécharger l'exercice et c'est exactement la même chose que ce que vous voyez ici. Pardon? Oui, bonjour. Juste hier, j'ai vu sur le maillot Oui, concernant monsieur le stage PFA. oui. monsieur وقتاش هذايا monsieur ما جديدة ما في بالناش بها monsieur. Ouais. Bah, je vous propose, pour le moment, on va continuer sur le cours. Et, Eh? Ouais, et puis, on va vous expliquer tout ça d'accord. demain ou après-demain, hein. Ah, ok. Avec tout le planning, le programme, tout ça, on va vous l'expliquer, il n'y a aucun problème, hein. D'accord, merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de problème. En réfléchissant sur l'exercice, hein, n'hésitez pas si vous bloquez sur quelque chose ou si vous voulez avoir une explication. Vous intervenez, je suis là, je vous écoute, hein.
OK. Si vous êtes d'accord, là, je vous propose de corriger ça ensemble. Ah, qui veut nous expliquer ça? Allô? Monsieur, Oui, tu veux. C'est qui, là? c'est Christopher. Oui, Christophe, tu veux y aller? Ouais, je vais essayer. Bon, essaie, il n'y a pas de problème. On va discuter ensemble de toute façon. D'accord. OK? Alors bon, le chemin que moi j'ai pu trouver, c'est on va Non, partir. non, tu vas nous expliquer comment on fait et pourquoi ce chemin-là. Le chemin que tu as trouvé, ça va être le résultat, hein. Dites-nous la procédure, comment elle se fait. Supposez que c'est OSPF là qui est exécuté, comment il va faire? Bon, là, on va essayer à partir de R1, on va essayer Oui. de chercher le chemin qui a le coût le plus faible. On dit que c'est le chemin le plus court. Voilà le chemin le On plus dit court. le plus court, mais vous avez compris court, si, c'est-à-dire que le moins coûteux, qui a le cost le plus faible. OK? Voilà, c'est ça. C'est pour ça dans OSPF, vous trouvez shortest, hein, path first. Shortest path, ça veut dire le chemin le plus court. Shortest en anglais, c'est le plus court. Shortest path, c'est le chemin. Donc, il se base sur le calcul du chemin et de trouver le chemin le plus court. Et ici, la métrique, c'est le coût. Et le coût ici se calcule en fonction de la bande passante. OK? D'accord. Donc là, à partir de R1 pour déterminer le chemin le plus court, on va prendre la référence. On va prendre la référence et diviser par la bande passante de chaque chemin. Oui. En fait, des chemins qui partent de R1. Oui. Donc, si on va voir que c'est le chemin qui quitte R1 pour R2, ça va être le chemin le plus court. Parce que 10 divisé par 10, ça va être 1. Oui. Et de l'autre côté, ça va être 10 divisé par 1 qui va être égal à 10. Oui. Donc, on va prendre le chemin qui quitte R1 pour aller vers R2. Attends là. Si j'ai bien compris, il y a un petit problème. En fait, le R1, il ne calcule pas le chemin, il ne compare pas les chemins à partir de lui vers le second banc. Il calcule tout le chemin. Voyez, quand on est dans R1, rappelez-vous, je vous ai dit que les routeurs s'échangent les informations. Et chaque routeur constitue ce qu'on appelle le SDB, Link State Database. Chaque routeur connaît tous les états les données qui sont dans les autres routeurs. Quand il fait le calcul, en fait, il ne regarde pas les deux chemins comme tu as fait, si j'ai bien compris ici. Il ne compare pas les deux chemins R1, R2 et R1, R3. Il compare les chemins d'un bout à l'autre. Par exemple, voyez que pour aller de R1 à R7, il y a un chemin qui est R1, R3, R5, R7. Il calcule tout le coût du chemin et il va le comparer à un autre chemin, par exemple R1, R2, R4, R6, R7. Ce chemin-là, R1, R2, R4, R6, R7, a un coût aussi. Et il va comparer les deux coûts de tout le chemin, non pas des chemins qui le mènent vers les voisins, en fait. Est-ce que c'est clair, Christopher? Oui, je vois. Voilà. Donc ici, en fait, c'est juste pour tout le monde, hein, pour que ce soit clair. En fait, il va définir tous les chemins qui sont possibles entre R1 et R7. Vous voyez, des chemins très évidents,
R1, R3, R5, R7, c'est un chemin. R1, R2, R3, R5, R7, c'est un autre chemin. R1, R2, R4, R6, R7, c'est un autre chemin. R1, R2, R4, R5, R7, c'est un autre chemin. R1, R2, R4, R6, R6, R5, R7, c'est un autre chemin. Vous voyez, il va trouver tous les chemins possibles, d'accord, qui mènent une communication qui arrive à R1 et qui veut aller à R7. Et après, il calcule le coût de chacun de ces chemins. Et il va prendre le chemin qui est le plus court. OK? D'accord. Donc là, on doit calculer le coût de tous les chemins où je propose. Oui, de tous les chemins. Mais ici, évidemment, lui, c'est un algorithme, même c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est un algorithme, de toute façon, il n'a pas de problème pour calculer tous les... Rappelez-vous, en fait, il a une base de données, Link State Database. En fait, chaque routeur donne les informations qu'il a au routeur voisin. Et vous voyez, de voisin à voisin, chaque routeur va avoir l'état de tous les autres routeurs. C'est ce qu'on appelle le Link State Database. Donc, à partir de ce Link State Database, il va calculer, c'est un algorithme, il va calculer tous les chemins possibles qui le mènent d'un point à l'autre. Et après, il va calculer le coût de chacun des chemins. Et le coût, évidemment, par exemple, si je prends le chemin R1, R3, R5, R7, c'est le coût du tronçon R1, R3, plus le coût du tronçon R3, R5, plus le coût du tronçon R5, R7. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord. Donc ici, nous, il y en a qui sont évidents. Nous, on va simplement regarder a priori qui va être celui de moindre coût, d'accord? Et on va dire, voilà le coût qu'il donne, et ce coût-là, il est le moindre. Par exemple, si je prends R1, R3, R5, R7, quel est le coût ici? Le coût, ça va être... On fait le calcul rapidement. Ça va être 11 plus 1 sur 10, je pense. Alors, 1 giga, le coût va être combien? C'est 10. 10. Et le 10 giga? C'est 1. R3, R5, c'est 10 gigas, c'est 1. Et le R5, oui. R7? 1 sur 10. 0,1. 0,1, oui. Donc, 11,1. 11,1. Si je prends, est-ce que je peux trouver un chemin qui coûte moins cher? Par exemple, si je prends... Oui, si je prends R1, R2, R4, R6, R7, 10 gigas, le premier, R1, R2, c'est combien? R1, R2, c'est 1. C'est 1. C'est 1. Et R2, R4? R2, R4, c'est 10. Bon, manifestement, il est plus cher. Il est plus cher. Donc, je pense que le chemin le plus court, c'est... Oui, vas-y. C'est le R1, R2, R3, R5, R7. R1, R2, R3, R5, R7. Bon, on va regarder. Alors, vous avez R1, R2, c'est? C'est 1. C'est 1. Du coup, c'est 1. R2, R3. C'est 1 aussi, donc ça nous fait 2. R3, R5. C'est 1 aussi. C'est 1 aussi. Et R5, R7. C'est 0,1. C'est 0,1. Alors, ça vous fait quoi? Ça vous fait 3,1. Est-ce qu'il y a un chemin qui coûte moins cher que ça? Bon, je ne pense pas, monsieur. Non, parce que si vous prenez notre tronçon, par exemple R1, R2, d'accord? Et si vous passez par R4, vous avez déjà 1 giga ici. Et 1 giga, vous avez un coût de 10 déjà. 10, oui. D'accord? Et si vous prenez l'autre sens, c'est pareil, on l'a fait tout à l'heure, on l'a calculé. D'accord? Donc, manifestement, ce chemin-là va être le plus court. D'accord? Mais vous avez bien compris que il faut identifier tous les chemins. En fait, c'est le calcul qui le fait. C'est un algorithme qui est exécuté dans chaque routeur.
D'accord? On ne peut pas le faire à vue comme ça. Et si le réseau est petit, on peut le faire. On peut identifier tous les chemins possibles. Mais si le réseau est grand, d'accord, on ne peut pas le faire d'une façon sûre à la main comme ça, manuellement. Donc, c'est un algorithme qui calcule. Et il est capable de le faire. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, ça c'est très important, les routeurs s'échangent leurs états. C'est-à-dire que, par exemple, je prends le routeur R2. Le routeur R2, il va envoyer l'état de son interface ici à R1. Et il va l'envoyer aussi à R3. Vous voyez, R1, il va envoyer l'état de ses interfaces et de ce qu'il a reçu de R2 vers R3. R3 va envoyer ce qu'il a reçu de R1 à R2 et il va l'envoyer à R5. Et R5, il va envoyer tout ce qu'il a reçu à ses voisins. Et vous voyez que de proche en proche, tout le monde va avoir la même base de données, le LSDB, qui est en fait l'état de tout le réseau. Link State Database. Donc, une fois le SPF exécuté, il y a le LSDB dans chaque routeur est le même et qui contient toutes les données sur le réseau. D'accord? Et à partir de cette base de données, chaque routeur va calculer quels sont les meilleurs chemins pour aller de chez lui vers les autres destinations. Est-ce que, s'il vous plaît, c'est clair? Allô? Oui, ça va, c'est clair. Oui. Y a-t-il des questions avant de... je vais vous proposer une petite pause de 5-10 minutes. Et ensuite, nous avons un QCM qui est des questions réelles d'examen sur l'OSPF que nous allons faire ensemble. Est-ce qu'il y a des questions avant de prendre une petite pause de 5 à 10 minutes? Allô? Allô? Vous êtes là? Oui, monsieur, on est là. Ouais, les autres, je ne les entends pas là. Il n'y a que Christophe. Quelqu'un d'autre m'entend? Oui, monsieur. Oui, bon, on prend. OK. Oui, On monsieur. prend. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, hein? N'hésitez pas si. C'est simple, hein, il suffit de le comprendre, c'est tout. OK? Sinon, je vous propose donc 5 minutes et on revient pour faire le QCM. On va le faire ensemble, en fait. Hein? OK? Oui, monsieur. OK.
OK. Est-ce qu'on peut continuer? Allô? 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 Oui, monsieur. Oui, Allô? monsieur. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut continuer? On Oui, reprend? allô, oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Allô? Allô? Oui, Est-ce que vous monsieur. m'entendez? Oui. Allô? Oui, monsieur. Oui, vous m'entendez là? C'est bon? OK. Oui, oui. On peut reprendre. Oui. Oui, je vous entends là. Parfait. OK. Regarde, je vous propose d'avoir votre cours avec vous, hein. Parce que le but, c'est pas simplement de trouver les réponses, mais de comprendre aussi les notions traitées par ces questions. Donc, ça serait bien d'avoir le cours. C'est une manière de réviser ça. Éventuellement, si quelque chose n'est pas clair, vous pouvez demander des explications. Donc, il y a en fait 23 questions sur ce QCM. Ce sont des questions réelles d'examen, hein, de certification, hein. Je vous propose, on lit chaque question, on donne 30 à 40 secondes pour lire la question, puis essayez de regarder le cours si ce n'est pas clair pour vous la réponse. Et celui qui a la réponse, il donne la réponse, puis on peut la discuter s'il y a lieu. Sinon, on passe à la deuxième question. Est-ce que vous voyez la première question qui est partagée maintenant? Allô? Allô? Oui, monsieur, on voit. Voilà. C'est Nour là qui parle. Allô? Oui, Nour. OK. S'il vous plaît, voilà, vous lisez, tout le monde, hein, et comme je vous ai dit, si c'est clair, c'est bien. Sinon, ayez le cours avec vous. Vous avez le cours, il est fait en chapitres. Pour le moment, on est en train de traiter OSPF, protocole OSPF. Vous téléchargez le document qui parle de OSPF. Vous l'avez sur Mayo. Vous l'avez aussi sur la plateforme WOW, d'accord, sur les cours sur la plateforme. Et essayez de regarder. Puis, n'hésitez pas à demander des explications si ce n'est pas clair. OK? Quelqu'un a la réponse? Oui? Qui peut répondre? Allô? Là, on nous demande les affirmations qui sont correctes à propos de OSPF.
DR, designated router, is elected by all the routers in the same network segment. Évidemment, c'est ce qu'on a vu. Ça, c'est oui, c'est bon. D'accord? If the priorities of two routers are different, the router with the lower priority will be elected as DR. Rappelez-vous, on a dit, ce n'est pas le lower priority, c'est la plus grande. Donc, celle-là est fausse. Say, if the priorities of two routes are equal, the router with the higher route ID will be elected as DR. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Higher ID, c'est celui qui est désigné comme designated route. Donc, c'est bon. DR and BDR must be adjacent. Ça, c'est pour le backup, évidemment. D aussi est vrai. Donc, la bonne réponse, ou les bonnes réponses, c'est A, C et D. B n'est pas correct. OK? OK. On passe à la deuxième question. Alors, ici, vous faites attention. Tout à l'heure, on demandait les affirmations correctes. Ici, on vous demande les informations incorrectes. Which of the following statements regarding the route ID in OSPF are incorrect? Ça, il faut toujours, quand vous avez des questions comme ça, surtout à l'examen, vous faites attention. Est-ce qu'on vous demande celles qui sont correctes ou on vous demande celles qui sont incorrectes? D'accord? Alors, on va les prendre une par une. The route ID of SPF routes in the same area must be the same, but can be different in different areas. Évidemment, ça c'est faux. Chaque routeur doit avoir un ID. Et donc A est fausse. B, the router ID must be the IP address of an SPF router interface. Alors, ici, nous avons vu que the route ID peut être l'adresse IP d'une interface du routeur. D'accord? Et on a dit même l'adresse loopback au cas où il y a des adresses loopback. D'accord? Des interfaces loopback. Au cas où il n'y en a pas, l'adresse IP la plus grande peut être de route ID. Mais ici, faites attention. On vous dit the route ID must be the same. Must be the IP address. Non. Rappelez-vous, ça peut être le router ID, ça peut être configuré par l'administrateur réseau, et c'est un nombre constitué de 32 bits, écrit comme une adresse IP en décimal pointé. Donc, must be, non, doit pas être. Il peut être.
Donc, A est fausse, B est fausse. Maintenant, the route ID must be configured manually. Non, c'est faux. The route ID can be configured manually. L'administrateur réseau peut configurer l'ID d'un routeur. Mais l'ID routeur, il peut être aussi déterminé automatiquement par ou l'adresse loopback la plus grande dans les interfaces, ou s'il n'y a pas de loopback, l'adresse IP la plus grande dans ces interfaces. Donc, the route ID must be. Non, c'est faux. Il ne doit pas. Pas forcément. Ça peut être. Il peut être configuré manuellement. Mais il ne doit pas être. Il peut être aussi automatiquement, comment dirais-je, établi par, en calculant, en regardant s'il y a une adresse loopback la plus grande ou s'il n'y en a pas, l'adresse IP la plus grande dans ces interfaces. Donc, c'est faux. A route running OSPF must have a route ID for it to operate properly. Oui. Chaque routeur doit avoir un ID pour que OSPF peut être exécuté correctement. Tout est basé, en fait, sur l'ID. Rappelez-vous, l'élection du designated route et du backup designated route se base sur l'ID. Et l'ID, encore une fois, il peut être configuré par l'administrateur réseau, c'est un nombre de 32 bits. Il peut être généré automatiquement comme étant l'adresse loopback la plus grande dans les interfaces du routeur. Mais s'il n'y a pas de loopback, ça sera l'adresse la plus grande de ces interfaces. Donc, un routeur doit avoir un ID pour que OSPF puisse être exécuté correctement. Donc, D est vrai. Et comme on nous demande les phrases qui sont incorrectes, donc la réponse est A, B, C. OK? Okay. Question 3. On va essayer d'aller un peu plus vite pour faire toutes les questions. Alors, VRP plateforme, je vous rappelle, VRP, c'est Versatile Routing Platform. Versatile Routing Platform. C'est le système d'exploitation réseau de Huawei. C'est en fait le système d'exploitation qui est implémenté dans les équipements réseau Huawei. C'est comme un OS dans un PC, système d'exploitation, pour orchestrer, si vous voulez, les différentes ressources dans le PC pour qu'il fonctionne correctement. Il faut un système d'exploitation. Un équipement réseau, rappelez-vous, il peut être configuré et donc pour qu'on fasse appel à ces différentes ressources, on va utiliser un système d'exploitation propre à lui qui s'appelle pour Huawei, ça s'appelle VRP, Versatile Routing Protocol. Et rappelez-vous, nous l'utilisons dans les TP pour tout ce qui est quand on fait la simulation des topologies dans le NSP.
En fait, vous êtes en train d'exécuter le VRP. Et avec ça, vous pouvez accéder donc à la configuration de l'équipement, à la maintenance de l'équipement ou pour télécharger des configurations, charger des configurations, etc. On dit, supposons que vous êtes un administrateur réseau, quelle est la commande ou l'instruction qui est utilisée pour configurer the router ID of a router as 1. Rappelez-vous, l'ID, on l'a dit, c'était 32 bits, 4 nombres décimaux séparés d'un point, c'est 32 bits. Et l'ID, comme on l'a vu tout à l'heure, il peut être manuellement configuré par l'administrateur réseau. On vous demande ici quelle est l'instruction, la commande que l'administrateur réseau doit utiliser pour configurer un routeur ID. D'accord? Donc, il doit intervenir sur le routeur et il doit mettre l'ID. Ici, on vous dit, supposez que l'ID, c'est 1.1.1.1. Donc, remarquez les propositions qui sont données ici. Ah, vous êtes dans le user view. Rappelez-vous, vous avez différentes views. User view, c'est l'interface en fait qui vous permet de faire des displays, de faire des choses qui n'ont pas de rapport avec la configuration, les instructions de configuration. Hein. Et rappelez-vous que là où on peut faire la configuration, l'administrateur réseau peut configurer l'équipement, c'était dans ce qu'on appelle le System View. D'accord? Alors, rappelez-vous, pour passer de User View au System View, on passe d'abord par User View et on va, faisant l'instruction System View, on va se retrouver dans le System View. Comme il s'agit ici d'une instruction de configuration, ça ne peut être que dans le System View. Donc ici, dans le A, c'est du User View, c'est sûrement pas vrai. D'accord? Si vous regardez le B, c'est le System View. Si vous regardez le C, c'est aussi le System View, hein, défini par les accolades, vous voyez. Le D aussi, c'est le System View. Ici, la différence, c'est que vous voyez, l'instruction dans B, c'est Router ID 1.1.1. Dans le C, on a rajouté un tiret entre Router et ID. Et dans le D, on a rajouté un masque 255, 255, 255, 255. Alors, ici, bien sûr, il faut avoir fait le TP et vous rappelez cette instruction. Généralement, les tirets ne sont pas fréquents dans les instructions. Wow. Donc, le C est sûrement faux. Mais le D aussi est faux. Quand est-ce qu'on donne un masque? C'est lorsqu'il s'agit d'une adresse IP. Ici, il s'agit d'un ID. Il n'y a aucune raison de donner un masque 255. Ça, donc, c'est faux. Okay. Donc, la réponse est B. On est dans l'interface, l'interface view, excusez-moi, dans le system view. Et l'instruction, c'est router ID, sans tirer entre les deux, 1.1.1.1.
Mais si on veut donner 2, par exemple, point 2, point 3, point 4, on peut écrire Huawei Routa ID 1, point 3, point 2, point 4, etc. Ça, mais par hypothèse, on vous demande de donner l'ID 1.1.1.1. L'essentiel ici, c'est la syntaxe. La commande de ces Routa ID est dans l'interface bio. Parce que c'est là où on peut configurer l'équipement. Okay. 4. Alors, ici, pour aller un peu vite, ici, rappelez-vous, Database Description Pack TAR-True, d'accord? Les informations qui sont dans le Database Description, d'accord? CNLS. Et all information about each LSA, la première proposition, on vous demande de choisir 3. Alors, B, a database description packet contains only the header of an LSA. The header of an LSA is the unique identifier of the LSA. Link state advertisement. D, the header of an LSA is only a small portion of all the data of the LSA. Vous demande celles qui sont correctes. Manifestement, le B, Database Description Packet, contains only the header of an LSA. C'est faux. Donc, les 3 bonnes réponses, c'est A, C et D. C'est la question 5. Okay. Alors, ici, c'est une information, il faut le savoir, c'est tout. Okay. How many domains can be configured on a Huawei router? Rappelez-vous, domaine. Et c'est le domaine où on applique OSPF. Et le domaine, rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure, il peut être divisé en area. Backbone, area 0. Chaque area a un numéro. Il y a celui qui doit être là, le backbone, on appelle ça area 0. Et puis les autres area 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Le area 0, c'est le backbone. C'est-à-dire que tous les autres areas doivent être connectés à l'area 0. Et pour passer d'un area à l'autre, on passe par l'area 0, par le backbone. Ici, on vous demande le nombre de domaines qu'on peut configurer dans un routeur Huawei. Bon. Regardez le cours, vous allez trouver que la réponse est A. Mais il faut le retenir, ça. La question 6.
Ici, il s'agit de l'authentification, d'accord? On est dans le domaine. Et on dit que route a été configurée avec des domaines appelés Area 1 and Area 2. A user is created with the username Huawei and the password hello for authentication. Which domain does this user belongs to? Est-ce que Area 1 domaine, Area 2 domaine, default domaine ou default admin domaine? D'accord? C'est ce qu'il faut tenir. C'est que on a le user, il est créé avec un username and a password pour l'authentification. OK? Alors, réponse C. On est d'accord, c'est C. Je vous ai dit l'autre jour que en SPF, il y a une version pour IPv4, mais il y a aussi une version pour IPv6. Et nous verrons la prochaine fois un peu les différences. C'est le même principe de fonctionnement, mais il y a quelques petites différences. Entre autres, c'est dans le OSPF v3, l'authentification est incluse dans on apporte une dimension sécurité. Et l'OSP, bon, j'ai répondu à la question. OSPv3, c'est la version de OSPF qui est utilisée dans l'IPv6. Donc ici, la réponse est C. On passe à la question 8. On va aller un peu vite, s'il vous plaît. Ici, c'est simple, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Router in the network, however, the router has no loopback interface. Rappelez-vous, l'ID, c'est en premier lieu, il peut être configuré et le cas échéant, ça va être l'adresse du loopback, la plus grande, l'interface c'est loopback. The router has no loopback interface. On va supposer ça. Alors, que va être l'ID du routeur? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça va être l'adresse la plus grande de ces interfaces. Vous voyez ici, donc la réponse c'est B, the highest IP address of the root's active interfaces. Hein, d'accord? Le 9. Ici, on vous demande les possibilités que l'administrateur réseau doit tenir compte pour la configuration donc OSPF versus RIP. Ici, évidemment, on vous demande les bonnes réponses, enfin les affirmations correctes. OSPF has no hop count limitation. En fait, le RIP, je vous ai dit que c'est un protocole à distance, c'est-à-dire qu'on compte le nombre de sauts ou de hauteurs jusqu'à la destination finale. Et le nombre de hops, il est limité à 15 pour le RIP, pour des raisons de précision et de saturation du réseau. On ne peut pas faire des bons plus que 15. OSPF has no hop count limitation. Donc, pour l'OSPF, il n'y a pas de limite. Donc, ça, c'est vrai. OSPF has a lower routing update overhead. Oui, il a...
OSPF has a simple configuration. No. OSPF supporte fast convergence. Ça, c'est que la convergence, c'est lorsque on établit, donc OSPF a établi une topologie, et puis il y a un changement dans la topologie, il y a un chemin qui tombe en panne, il doit converger vers la nouvelle topologie. OSPF converge plus rapidement que RIP, donc D est correct. Et donc la réponse pour 9, c'est A, B, D. Et on va finir avec cette question. Et vous aurez le QCM sur Mayo. Essayez de le regarder. Et après quelques jours, je vous donne le temps de réfléchir sur ça et de trouver les bonnes réponses. Après, je vous mettrai le QCM avec les réponses. Alors, la question 10. Which of the following statements regarding single area OSPF are correct? No. One array can be, yes, B c'est juste. A single array can be configured using any support area number, yes, c'est. All of the links of the network need to be advertised in area 0, c'est ce que je vous ai dit, yes. Donc les bonnes réponses c'est c'est A, non, need to be configured on loopback other host router, non. Donc c'est B, C et D. Voilà, s'il vous plaît, on va arrêter ici parce qu'il y a un cours qui va suivre. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous avez des éclaircissements à demander, de me l'envoyer même par mail entre les séances pour la séance prochaine présentielle. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur le Sénat. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir.